On va s'intéresser aujourd'hui à l'histoire assez incroyable d'une dynastie qui, un peu contre toute attente, a pris le pouvoir et a fini par façonner une nation pendant des siècles. Et ce n'est pas l'histoire d'un grand conquérant, non, c'est plutôt celle d'un homme politique extrêmement brillant. Voilà la question centrale. Comment est-ce qu'on en arrive là? L'origine de la plus longue dynastie royale d'Europe est fascinante parce qu'elle ne repose pas du tout sur une évidence, mais au contraire sur une vraie rupture. On peut tout de suite oublier les images de batailles épiques. L'ascension d'Hugues Capet, c'est avant tout une leçon de stratégie, de patience et de timing parfait. Un moment où les alliances se sont révélées bien plus puissantes que les armées. Alors, pour bien comprendre comment Hugues Capet a pu devenir roi, il faut d'abord qu'on regarde l'état du royaume à la fin du Xe siècle. C'est assez particulier. Le royaume de Francie occidentale, qui est en quelque sorte l'ancêtre de la France, est à cette époque un territoire complètement fracturé. Le roi carolingien, qui est pourtant l'héritier du grand Charlemagne, n'a plus qu'une autorité symbolique. Son pouvoir réel, lui, s'est totalement effondré. Pour se faire une idée, c'est un peu comme si un PDG n'avait plus aucun contrôle et que c'était son conseil d'administration qui détenait tout le pouvoir. C'est exactement ça, la situation du roi. Son domaine personnel est minuscule, alors que les grands seigneurs, eux, règnent sur d'immenses territoires comme de vrais souverains. Si on ajoute à ça des milliers de châteaux privés qui poussent un peu partout et la pression constante du puissant empire ottonien juste à côté, on a un royaume qui est une véritable poudrière. Et dans ce vide de pouvoir, deux grandes familles s'affrontent pour le trône. C'est une sorte de lutte entre l'ancien monde et le nouveau. D'un côté, on a les Carolingiens. Ils ont pour eux le prestige, la légitimité du sang, l'héritage de Charlemagne. Mais leur pouvoir est devenu fantomatique. Et de l'autre, il y a les Robertiens, la famille d'Hugues Capet. Ils n'ont pas la légitimité dynastique, mais ils ont tout le reste. Les terres, la richesse, les armées, et surtout le titre très influent de duc des Francs, qui les place juste en dessous du roi. Leur puissance à eux, elle est bien réelle. La question qui se pose, c'est donc qui va l'emporter, le droit ou le fait? Et la réponse à cette question, elle ne viendra pas d'un champ de bataille. Non, tout va se jouer dans les couloirs de l'Église, dans une partie d'échecs politiques absolument décisive. À cette époque, le pouvoir de faire un roi, il n'appartient plus seulement au sang. Il appartient à celui qui le consacre, l'archevêque de Reims, Adalbéron. Lui, avec son très brillant conseiller Gerbert d'Aurillac, ce sont eux les vrais architectes du changement. Leur motivation, elle est purement pragmatique. Ils sont alliés à l'empire germanique des Ottoniens, et ils veulent un roi en Francie qui ne viendra pas menacer leurs intérêts. Un carolingien un peu trop ambitieux pourrait vouloir récupérer d'anciens territoires. Hugues Capet, lui, leur paraît beaucoup plus gérable. C'est le candidat idéal, non pas parce qu'il est le plus fort, mais paradoxalement parce qu'il est le plus faible des puissants. Et cette citation, elle est juste parfaite pour résumer la situation. C'est Gerbert d'Aurillac lui-même qui l'écrit. Hugues Capet est déjà le roi de fait, le vrai leader du royaume, bien avant d'emporter la couronne. Le titre, ce n'est plus qu'une formalité qui doit venir rattraper la réalité du pouvoir. Allez, on avance dans le temps, on arrive en 987, l'année charnière. C'est là qu'une série d'événements va tout simplement précipiter la chute d'une dynastie et la naissance d'une autre. Le destin s'en mêle le 21 mai 81-87, le jeune roi Louis V meurt dans un accident de chasse et il n'a pas d'enfant. La ligne directe s'éteint. L'héritier légitime, c'est son oncle Charles de Lorraine. Mais Adalbéron, lui, il a d'autres plans. Il convoque les grands du royaume et là, dans un discours magistral, il démolit la candidature de Charles. Il l'accuse d'être déloyal, d'avoir fait un mauvais mariage. C'est un véritable assassinat politique. Et les arguments portent. L'Assemblée convaincue se tourne vers l'autre option, Hugues Capet. Ce n'est pas une succession, c'est une élection. Un moment de rupture totale. Pour justifier ce choix, Adalbéron avance une idée complètement révolutionnaire pour l'époque. Le trône, dit-il, ne doit pas forcément se transmettre par le sang. Il doit revenir aux plus méritants, c'est un basculement majeur. La légitimité ne vient plus seulement de Dieu et de la naissance, mais aussi du consensus des grands seigneurs. C'est une vision beaucoup plus pragmatique de la royauté, et c'est ça qui ouvre la porte à Hugues Capet. Bon, Hugues est maintenant roi. On pourrait croire que le plus dur est fait. Mais en réalité, c'est là que tout commence. Comment un roi qui a été élu justement parce qu'il était perçu comme faible peut-il construire une dynastie qui va durer 8 siècles? Il faut vraiment bien se représenter sa position. Le domaine personnel d'Hugues Capet est minuscule. Il est encerclé par les terres de ses vassaux qui sont souvent bien plus riches et plus puissants que lui. En fait, il a été choisi précisément pour cette raison. Les autres seigneurs pensaient qu'ils pourraient le contrôler facilement, ils ne voulaient pas d'un maître, mais simplement d'un roi symbolique. Et c'est là qu'arrive le coup de génie d'Hugues Capet.
Quelques mois à peine après son propre couronnement, à Noël 987, il utilise un prétexte, une possible expédition militaire un peu risquée, pour convaincre Adalbéron de sacrer son fils, Robert, de son vivant. En faisant de son fils un roi associé, il court-circuite complètement le principe de l'élection. Il instaure de fait l'hérédité. C'est l'acte fondateur de la dynastie capétienne, un mouvement incroyablement audacieux qui va changer les règles du jeu pour les siècles à venir. L'impact de ce seul acte est juste immense. Grâce à ce coup politique, la famille d'Hugues Capet va rester sur le trône de France pendant plus de 800 ans. Ça va créer une stabilité dynastique qui était sans précédent en Europe. Alors, au final, on peut se poser la question. Hugues Capet n'a pas été un grand conquérant, ni un grand législateur. Son règne a été assez court et même contesté. Mais en saisissant une opportunité politique unique et en assurant l'avenir de sa lignée avec une ruse brillante, il a posé la toute première pierre d'un édifice qui allait devenir la France. Grand roi ou grand opportuniste. La vérité, c'est qu'il était peut-être tout simplement les deux à la fois.